Donc voilà, moi j'ai choisi, j'adore faire des conférences, et j'adore l'histoire. Et donc faire une conférence sur les fantômes du château de Versailles, pour moi c'était du pain béni quelque part. Quand j'étais enfant, j'habitais pas très très loin et donc on nous emmenait toujours avec les cars scolaires en, en visite au château de Versailles. Donc j'ai plein de souvenirs d'enfance en fait dans le château de Versailles, plutôt le souvenir de cavalcades effrénées dans les couloirs avec mes copines. Mais en fait, je me souviens très bien avoir été fascinée par les lits à baldaquin, par les dorures, etc. Et c'est vraiment un grand souvenir. Alors là, je vous présente l'ancêtre de Versailles. Au XIIe siècle, il n'y a pas de Versailles, ça n'existe pas. C'est quoi? C'est une léproserie. Voilà, ça c'est une léproserie installée au château de Versailles. Et puis après, Versailles c'est ça. Et ça c'est quoi? Ce sont des marécages. Donc vous voyez, entre la léproserie et les marécages pour arriver à ce que nous connaissons maintenant, c'est-à-dire cette merveille absolue, et voilà, ben, il a fallu du temps. Voilà, ça c'est Versailles. Et donc c'est le... Ah, non, non, non. Et le château de Versailles, on peut dire sans se tromper que le monde entier nous envie ce château. C'est le château de tous les superlatifs, c'est-à-dire le plus grand, le plus beau, le plus glorieux, bien sûr, Louis XIV, le plus sophistiqué, et on pourrait continuer comme ça. Et donc, tout y est raffiné, esthétique, de la grille d'honneur qui est quand même absolument incroyable, aux fontaines du parc qui sont absolument magnifiques. Et moi, j'admire beaucoup le travail des fontainiers parce que c'est des gars qui sont là à entretenir ces magnifiques bassins. Hein, c'est absolument fabuleux. Et puis parfois, quand on a la chance d'être Stéphane Bern, par exemple, toutes les portes s'ouvrent et puis Stéphane Bern, bah, il peut nous montrer des trucs auxquels nous, on n'a pas accès, c'est-à-dire les souterrains, là où on gère les tuyaux des fontaines, et ce sont des tuyaux d'époque. Est-ce qu'on peut imaginer ça? Et donc, au-delà de toutes ces merveilles, eh bien, qui peut se douter, évidemment, que la demeure du roi Soleil est hantée par d'authentiques fantômes? Il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, en fait. Et donc, on oublie que cet endroit possède également un côté obscur. Il y a le soleil et puis il y a la nuit. Donc c'est un peu les deux, quoi. Alors moi j'ai une mémoire d'oiseau, hein, donc j'ai des, j'ai des feuilles. Bien. Alors imaginons que le château, il nous raconte son histoire. Qu'est-ce qu'il va nous raconter? Ce château, il va nous parler des histoires de pouvoir, des histoires de jalousie, des histoires de mort violente, des histoires de vengeance un peu obscures, et puis des histoires de poison, hein, versées dans les verres comme ça, ni vu ni connu. Et donc, il n'y a pas un endroit dans Versailles qui ne soit pas porteur d'une mémoire. Hein. N'importe quel rideau d'époque ou d'escalier d'époque a vu passer des choses un peu particulières. Et donc, c'est un sentiment assez étonnant pour les gens qui visitent, parce que ce n'est pas donné à tout le monde non plus de les voir, les fantômes, ou de les sentir. Ils se manifestent en fait quand ils ont envie de le faire. Et puis, c'est souvent aussi à l'heure de la fermeture, donc il y a très peu de touristes en fait qui ont accès à ça. Et donc, à Versailles, vous savez, ils ont un grand registre, la bibliothèque du château, et le conservateur du château, de temps en temps, ouvre ce registre, où tout, absolument tout, est consigné, notamment les témoignages de gens qui ont vu des choses. Donc c'est comme ça qu'on a accès à ça. Et donc, les apparitions fantomatiques, elles sont complètement avérées, hein, par des témoins qui sont tous dignes de foi. Même certains conservateurs, un peu cartésiens, sont obligés d'admettre qu'eux aussi ont vu quelque chose. Bien. Et donc, que ce soit le personnel qui y travaille ou certains visiteurs, à toutes les époques, il y a eu des apparitions. Alors, c'est quoi ces apparitions? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit des femmes en robe à panier, on voit des élégants marquis, on voit des laquais, on voit des silhouettes comme ça, on entend des bruits de chevaux, on entend les pas des chevaux sur le pavé, on entend des cris, et on entend beaucoup, beaucoup de choses. Donc,
On voit même des apparitions de bois, notamment le bois des 11 arpents, qui a disparu depuis longtemps. Et il y a des gens qui ont vu ce bois, alors qu'il n'existe plus depuis 1786. Donc c'est assez particulier. Alors, j'appelle pas ton chien, hein, parce qu'en fait, je voulais parler du vortex. Donc vortex, ne viens pas, ce n'est pas pour toi. Que se passe-t-il à Versailles? Est-ce qu'il y a un vortex? Est-ce qu'il y a un portail temporel? Est-ce qu'il y a une faille temporelle? En vérité, on n'en sait strictement rien. Mais si on se réfère à la mémoire des murs, c'est évident que vu le passé de ce lieu, forcément il y a des empreintes de mémoire, il y a des mémoires résiduelles, et puis voilà, parfois ça s'ouvre et on a accès à ça. Donc c'est assez rigolo. Alors, on ne peut pas évoquer Versailles sans évoquer le chantier. Le chantier de Versailles, d'abord, vous savez combien de temps il a mis à faire son château? 53 ans. C'est énorme. Donc ça veut dire que Versailles est un gigantesque chantier pendant 53 ans. Et on a à peu près dénombré, parce qu'on n'est pas trop sûr, 36 000 ouvriers. C'est beaucoup quand même. Et puis, on peut évaluer, et moi je pense qu'on est sous-évalué, 8 000 décès. C'est-à-dire, en fait, c'est un sujet tabou. Les ouvriers, ils avaient beaucoup de travail, pas beaucoup de nourriture, des conditions de vie très spartiates, donc ça mourait tout le temps. Alors Louis XIV, dans sa grande largesse, quand les ouvriers mouraient, qu'ils étaient mariés, qu'ils avaient des enfants, il donnait une petite rente à la femme. Et puis il lui disait, voilà, je vous donne un peu d'argent, puis vous partez. Et donc, 18 heures de travail par jour, t'en es peut-être pas loin non plus, je sais pas, du lundi au samedi, et l'état de santé des ouvriers importait peu. Et je vous ai montré la photo du marécage. Donc, il y avait quoi? Le paludisme. Le paludisme était en France, bien sûr, c'est pas qu'une histoire d'Afrique. Moi, je vis Bourg-en-Bresse, la Bresse. Mon mari, il est de Bourg-en-Bresse. Eh bien, tout ce qu'on appelle les dombes, au début du XXe siècle, il y avait le palu. Et ça, on n'en sait rien. Et vous savez comment Louis XIV appelait les Bressans? Il les appelait les aboyeurs. Pour quelle raison? Parce qu'une fois Louis XIV était allé en grande pompe, on se demande ce qu'il allait foutre dans les dombes, enfin il était là, et puis ils ont posé des questions à un paysan qu'ils ont rencontré, et les paysans de l'époque ne disaient pas oui. Le oui était réservé à la noblesse et à la cour. Et les paysans disaient ouah, ouah, ouah. Et Louis XIV a surnommé les Bressans les aboyeurs. C'est assez exceptionnel quand même. Donc le paludisme fait énormément de dégâts. Donc on peut dire que la mort rôde sur ce lieu depuis très très longtemps. Donc au XIIe siècle, je vous ai montré la léproserie. Et à l'endroit où se trouve le Grand Trianon, existait un cimetière encore au début des années 1600. Donc Louis XIV, lui, il a tout rasé. Qui est un cimetière, ça n'avait pas la moindre importance, et on rase tout. Alors vous savez, les cimetières, c'est un peu sacré quand même. Il y a un caractère sacré. On ne peut pas trop, comme ça, se permettre d'aller déranger les morts. Enfin, surtout à cette époque, où tout le monde craignait la colère de Dieu. Louis XIV, lui, craignait personne. Donc, et il a tout rasé. Donc, ce qui peut aussi expliquer les âmes errantes de Versailles. Alors voilà. Alors, moi j'aime bien raconter des histoires, et donc, à tout seigneur, tout honneur, le premier qui a vu un fantôme là-dedans, c'est Louis XIV lui-même. Alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Si j'arrive à passer ma... Voilà cette charmante jeune femme. Alors, c'est Angélique de Fontanges, qui avait été séduite par Louis XIV, parce qu'elle était extrêmement jolie, qu'elle était très très jeune. Et à l'époque où il va voir le spectre de mademoiselle Angélique de Fontanges, elle est déjà morte et enterrée depuis 15 ans. Alors, il a à l'époque 57 ans. Et une nuit de 1695, il va se coucher dans sa grande chambre et il s'endort profondément. Et d'un coup, il est réveillé en sursaut parce qu'il entend une voix.
Et puis cette voix, il a le sentiment qu'elle arrive de nulle part, il ne sait pas, il ne sait pas. Alors on peut imaginer Louis XIV réveillé en sursaut, bon, c'est le roi quand même, qui ose rentrer dans ma chambre, il se demande ce qui se passe. Et puis on peut imaginer qu'il essaye d'atterrir un peu, d'ouvrir les yeux, etc. Puis qu'est-ce qu'il voit au pied du lit? Il voit Mademoiselle de Fontanges. Bah, tout roi qu'il est, il n'emmène pas large, hein, je vous le dis. Hein. Et donc, la voix continue, et il reconnaît Angélique de Fontanges, une de ses anciennes maîtresses décédée depuis 15 ans. Et ce soir-là, Mademoiselle de Fontanges vient lui faire des reproches. Et elle lui dit « Vous m'avez abandonné pour les bras de la marquise de Montespan, alors que vous m'aviez juré, la pauvre chérie, un amour éternel. » Vous savez, du style « Viens, je t'épouserai, on fera des enfants. » Ben, pas du tout. Et elle a 21 ans. Elle ne supporte pas cette trahison. Alors, elle vient lui reprocher sa vie de débauche. Et elle lui dit « Là où je suis, je t'attends. » Alors, vous savez, il a 57 ans, il n'a pas envie d'y aller tout de suite. Hein. Et donc, il tremble de tous ses membres, hein, c'est avéré, c'est officiel. Mais surtout, ce qu'elle va faire, Mademoiselle de Fontanges, elle va lui révéler comment elle est morte. Et ça, c'est une surprise pour lui. Elle va lui dire qu'elle a été empoisonnée par la marquise de Montespan. Évidemment. Et pendant 11 mois, la marquise de Montespan faisait verser du poison, petit à petit, dans toute petite dose homéopathique, dans les carafes de vin de Mademoiselle de Fontanges. Et un soir, elle a fini par en mourir, bien sûr, et elle lui dit « Mettez un terme à votre vie de débauche et vos années de règne sont comptées. » Alors, une fois qu'elle lui révèle qu'elle a été empoisonnée par la Montespan, il a du mal quand même à le croire. Et vous savez, il est très ami avec la Palatine. La Palatine, c'était une femme qui était la femme de son frère. Vous savez, son frère, c'était Monsieur, pour ceux qui connaissent. Et Monsieur, c'était fanfreluche partout, c'était la Gay Pride à Versailles, hein, tous les jours. Mais il fallait bien les marier, les homosexuels de l'époque. Dont lui, Monsieur, on lui avait fait épouser Madame Palatine, qui était un laidron absolu, mais c'était la Florence Foresti de l'époque. Elle faisait marrer tout le monde. Donc Louis XIV lui passait tous ses caprices parce qu'il l'adorait et c'était la seule à pouvoir lui dire ses 4 vérités, parce qu'il fallait oser quand même. Et donc la Palatine, dans ses mémoires, elle a parlé de la jeune fille et elle a dit « J'ignore si là Montespan a tué Madame de Fontanges, mais ce que je sais par contre, c'est que 2 des laquais de Mademoiselle de Fontanges sont morts empoisonnés. Pourquoi, à votre avis? Parce que derrière, dans les cuisines, ils finissaient les fonds de carafe. Et du coup, ils se sont retrouvés empoisonnés comme leur maîtresse. Voilà. Et ça, c'est presque le début de l'affaire des poisons. Très connue, avec la Montespan, bien sûr. Alors, maintenant, je vais vous parler... Ça valait le coup, cette anecdote. Regardez comme c'est beau. Ça, ce sont les... tu vas nous faire ça la semaine prochaine. C'est magnifique. L'année prochaine, on vient, c'est comme ça. T'es obligé. Alors, ça, c'est les jardins de l'orangerie. Alors, l'orangerie, en fait, on ne connaît pas tellement. C'est un lieu extraordinaire, comme son nom l'indique, où on faisait pousser les orangers, les citronniers, etc. Et les touristes qui se promènent dans les allées de l'orangerie, regardez comme c'est beau, eh bien, ils ne savent absolument pas qu'il y a presque 150 ans, des milliers de prisonniers de la commune ont été enfermés dans ce lieu de l'orangerie. Alors pourquoi? Alors c'est Mansart qui est l'architecte de l'orangerie. Et il cultivait des orangers du Portugal, d'Espagne, d'Italie, enfin c'était fabuleux. Alors ça, c'est le côté qu'on voit magnifique. Et puis derrière, il y a le côté plus sombre. Vous voyez, je vous ai mis des gravures parce qu'il n'y a pas de photos. Et ça, pendant la Commune, on va embarquer les prisonniers, ceux qu'on n'a pas tués, parce qu'il y a eu beaucoup de morts
au cours de la Commune, et certains de ces gens qui étaient emprisonnés, dont les hommes, les femmes et les enfants, sans aucune distinction, sans aucune empathie, eh bien, ils ont eu une fin tragique, hein, ils sont morts de faim, de froid, de vermine, de tout ce que vous voulez. Et donc, vous savez, l'Orangerie, c'est un bâtiment magnifique avec un gigantesque escalier, et Sacha Guitry a tourné Si Versailles m'était compté avec ce magnifique escalier. Pour vous dire, les murs ont une épaisseur de 5 mètres. Donc vous pouvez toujours hurler, personne ne vous entend. C'est comme dans le cosmos, hein, c'est pareil. Vous pouvez toujours hurler. Et donc, c'est tout à fait sciemment que les tribunaux militaires du XIXe siècle ont choisi d'y enfermer les prisonniers de la Commune. Alors vous savez, la Commune, c'est 1870. À ce moment-là, les Parisiens vivent une énorme famine et le peuple se sent humilié à l'époque, car l'Empire allemand a été proclamé dans la galerie des glaces de Versailles. Et le peuple français, enfin parisien en tout cas, s'est rebellé contre ça. Ils ont essayé de résister. Ils ont quand même résisté pendant 4 mois. Et il y a eu cet armistice de signer et les Parisiens ont dit non, on ne veut pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une guerre civile. Hein. La Commune, c'est une mini-guerre civile. Et Adolphe Thiers, le président, a décidé de désarmer les Parisiens. Et une terrible répression, malheureusement, va s'abattre avec plus de 10 000 sentences. On va condamner à mort à tour de bras. Il va y avoir des condamnés aux travaux forcés. Les communards sont raflés par l'armée. Et on les met dans plusieurs endroits, dont l'Orangerie de Versailles. Et on va les parquer dans des conditions inhumaines. Je vous ai dit, des odeurs pestilentielles, ils n'ont même pas de paille pour dormir, ils n'ont pas de couverture, rien du tout. Il n'y a pas d'eau, donc vous pouvez imaginer ce que c'est. Et il y a beaucoup d'enfants. Donc, ça a été... et en plus, ils ont mis des gens pour les surveiller qui sont de véritables brutes épaisses et puis qui vont rajouter aussi les sévices corporels, etc. Et donc, il y a beaucoup d'âmes tourmentées de l'époque de la Commune qui sont restées dans cette orangerie, dans les souterrains de l'orangerie. Et il y a des touristes qui ont dit entendre des bruits de chaînes et des hurlements d'enfants. Donc tout ça est assez dur, hein, parce que vous voyez, c'est l'envers du décor, et on peut imaginer, alors c'est pareil, ça ne se produit pas en permanence, mais ça se produit quand même souvent. Vous voyez, là c'est une gravure, on voit, les femmes sont là, alors voilà, on les voit enfermées, ils ont parqué tout le monde, quoi. Alors ça, c'est pour l'orangerie. Si un jour vous avez l'occasion de visiter, écoutez, vous verrez bien. Alors là, c'est le hameau de la Reine. Vous savez que Marie-Antoinette voulait jouer à la fermière. Et donc, il y a beaucoup de touristes. C'est très... En fait, on ne peut pas tout faire en une journée. Il me semble, à Versailles, il faut faire plusieurs jours, hein, si on veut tout voir. Donc, il y a beaucoup de touristes qui visitent évidemment le hameau de la Reine. Et puis, est-ce que parmi tous ces gens, ils savent vraiment qu'il y a tellement de fantômes? Parce que je me demande s'il n'y en a pas plus là que dans le château, en vérité. Et donc, il y a beaucoup de témoignages, hein, sur des gens qui ont vécu quand même des choses. Alors voilà, je vais vous présenter Monsieur René Kuder, et je vais vous raconter ce qui lui est arrivé. Monsieur Kuder, hein, c'est un Alsacien, et il est peintre. Et à l'époque, on est en 1958, donc vous voyez, on n'est pas si loin que ça. Et René Kuder a obtenu une autorisation tout à fait spéciale de peindre une illustration pour Versailles. C'est une commande que lui a fait le conservateur de Versailles. Et il a dit, je vais venir à Versailles. Donc il arrive de l'Alsace, il vient à Versailles, et il dit mais moi je veux m'imprégner de l'atmosphère du hameau de la Reine pour faire ces illustrations. Et le pauvre René Kuder, il ne sait pas ce qu'il attend. Et en fait, il dit voilà, j'aimerais bien être enfermé, tranquille,
pour pas être dérangé par les gens qui passent, les touristes, s'il vous plaît, enfermez-moi dans la laiterie. La laiterie, c'est là où il y avait de la baratte, elle faisait son beurre. Et donc, demande acceptée, pourquoi on lui dirait non? Et donc, alors, on imagine René Kuder s'installant dans la laiterie, le gardien ferme à clé, et tout le monde convient qu'à 17 heures, le gardien viendra délivrer Monsieur Kuder. Bon. Et donc, il s'installe sur un tabouret, il commence à étaler ses couleurs, et tout est calme. Dehors, tout est calme, très serein, tout semble normal, jusqu'au moment où, d'un seul coup, il y a un silence assez particulier qui arrive, et il se rend compte qu'il n'y a plus de chant d'oiseaux, il n'y a plus rien. C'est comme si le temps était suspendu. Mais il ne s'inquiète pas à ce moment-là, mais il faut savoir que au hameau de la Reine, tout respire la Reine en fait. Tout respire Marie-Antoinette. Et ça fait 2 siècles que ça dure. Et donc, il est totalement seul, et puis au bout d'un certain temps, le gardien, il fait sa petite ronde, donc c'est pas du tout l'heure de délivrer, il doit le délivrer à 17 heures, il est 14 heures. Donc il n'y a aucune raison d'aller délivrer René Kuder. Mais le gardien passe et repasse devant la laiterie, et là il entend des hurlements. Donc le gardien entend hurler, au secours, et quelqu'un tambourine sur la porte de la laiterie. Donc le gardien, qu'est-ce qu'il fait? Il se précipite, il ouvre la porte, et hop, il réceptionne Kuder qui tombe dans les pommes. Et René Kuder fait une syncope dans les bras du gardien. Et le pauvre, on va le faire revenir à lui, etc. Il est complètement, comment dire, choqué, il est en état de sidération. Et il va raconter ce qui s'est passé. Alors, il était au rez-de-chaussée de la laiterie, il y a un étage à la laiterie. Et puis, il se savait tout seul, mais il entendait des bruits de pas. Alors bon, au début, on ne s'inquiète pas trop, mais bon, il entend des bruits de pas, puis ça continue. Et ensuite, il va entendre un bruissement, comme le bruissement d'une étoffe, d'une robe, quelque chose comme ça. Et puis après, il entend quelque chose qui marche, qui descend l'escalier. Et puis, vous savez, là, il se pétrifie un peu, il dit, bon, c'est bizarre quand même. Et puis, machinalement, il tourne la tête sur le côté droit, où se trouve l'escalier. Et c'est un peintre. On pourrait dire qu'il a l'œil du peintre, mais comme l'œil du photographe. En fait, ils voient tous les détails tout de suite. Et lui, ce qu'il voit, d'abord, il entend le bruit des talons sur les marches de l'escalier. Et puis, il va voir une femme descendre avec précaution, marche par marche, l'escalier, et il va décrire qu'elle porte une longue robe avec un corset. Il voit même le décolleté, il voit les manches en dentelle, et il voit même les petits nœuds sur les chaussures en satin. Et il va comme ça intégrer tous les détails. Il parle des rubans sur les chaussures en satin et il dit c'est une apparition absolument magnifique. Le problème, c'est qu'elle est décapitée. D'où les hurlements de M. Kuder et laissez-moi sortir, s'il vous plaît. Et donc, on va lui demander de consigner par écrit ce témoignage, c'est pour ça qu'il arrive aujourd'hui jusqu'à vous, et il est actuellement toujours conservé dans les archives. Et donc voilà, c'est un témoignage très important, et ça a dû être tellement édifiant pour l'époque 1958 que le conservateur a décidé de murer l'accès par l'escalier à l'étage. Ça n'arrête pas les fantômes, hein. Ça arrête les touristes, mais pas les fantômes, c'est certain. Mais bon, il est encore muré de nos jours, l'escalier a été totalement muré. Voilà. Donc, certaines parties du Petit Trianon sont réputées vraiment très très hantées, bien sûr, et on a quand même des témoignages, encore une fois, dignes de foi, et ce sont souvent des fantômes décapités. Donc c'est époque révolutionnaire, c'est pas l'époque Louis XIV, c'est époque Louis XVI. Côté château, c'est plus Louis XIV, et côté hameau de la Reine, c'est plus Louis XVI.
Et donc, il se manifeste la nuit tombée, même devant les surveillants. Les surveillants de nuit, ils ont des tas et des tas de témoignages, ou des employés de l'entretien, ou à l'aube, avant l'arrivée des touristes. Et il y a un conservateur du domaine qui n'est pas du tout tourné vers le paranormal, et lui, il a été témoin de ça, et il en a témoigné. Bon. Il semblerait que les phénomènes se soient multipliés, alors c'est toujours intéressant de savoir ça, depuis la transformation par Louis-Philippe du domaine royal de Versailles en musée national. Et c'est souvent comme ça, dans les lieux hantés, ils n'apprécient pas le changement. Et si on vient faire des travaux, alors là, vous pouvez être sûr, ça va être la foire du trône dans la nuit qui suit, parce que ça ne va pas, quoi. Ils n'aiment pas, hein. Et donc, qui sont ces fantômes? Alors, on ne sait pas, on se pose la question, est-ce que ces fantômes sont sur place depuis qu'ils ont été tués, finalement? Est-ce qu'ils sont attirés par une sorte de nostalgie des bons moments à l'époque de Versailles, quand ils y vivaient? Il y a eu quand même beaucoup de figures historiques à avoir fréquenté ce lieu, bien sûr. Et vous savez, au premier étage de Trianon vivait Madame Élisabeth. Voilà Madame Élisabeth. Madame Élisabeth était la sœur de Louis XVI. Et c'était une femme qui avait une vie exemplaire pour l'époque. On considérait que c'est tout l'inverse de la débauche de l'époque. Et à la Révolution, elle a eu la possibilité de fuir. On lui a proposé de s'enfuir. Il y avait quand même des possibilités. Et elle a choisi de partager le sort de son frère Louis XVI. Elle a donc été décapitée. Alors, c'est un phénomène qui a été relaté. Bon, on décapitait sur la place de la Concorde. Et ça a été avéré que cette femme, qui n'était pas une sainte, mais qui avait une vie très exemplaire, au moment précis où le couperet lui a coupé la tête, il s'est produit un phénomène olfactif absolument étonnant, c'est-à-dire qu'au moment précis où la tête tombe, une odeur de rose s'est répandue sur toute l'assistance qui était là. Et ça, c'est inexplicable. C'est vraiment, là, c'est une manifestation olfactive. Alors, au dernier étage de Trianon, toujours Trianon, c'était très courageux d'ailleurs de la part de cette femme, Élisabeth, de partager le sort de Louis XVI. C'est d'un courage absolu quand même. Et alors celle-ci, c'est Madame Campan. Vous voyez, elle a une coiffure à la Marie-Antoinette. Et Madame Campan, c'est la première femme de chambre de la reine. Et elle habitait, parce que la reine logeait au Trianon ses aides, enfin ses femmes de chambre. Et Madame Campan vit à cette époque au premier étage. Elle a une chambre, voilà, elle vit là. Et maintenant, ils ont décidé de fermer définitivement cette chambre et l'accès à cet endroit-là, parce que y a trop de manifestations violentes, fortes, etc. On y entend des voix désincarnées en permanence, on entend des bruits d'étoffes, on sent des odeurs de café, etc. Et les gens ont peur. Alors pour les visiteurs, ça fait du coup trop désordre. Si vous avez des visiteurs qui partent en hurlant, c'est pas bon, quoi. Donc ils préfèrent ne plus faire visiter ces lieux-là. Et certaines histoires fantomatiques, évidemment, font froid dans le dos, et c'est le cas du boudoir de Marie-Antoinette. Alors Marie-Antoinette, vous savez, elle a été victime de tout. C'est les gossip girls de l'époque. Elle n'était pas dans Voici, mais elle aurait pu y être. Parce qu'en fait, vous voyez, dans son boudoir, elle avait fait installer des glaces. Excusez-moi. Elle avait fait installer des glaces, et quand elle voulait qu'on lui fiche la paix et être tranquille, elle pouvait occulter les fenêtres. Vous voyez, là, les fenêtres sont occultées. Alors ça, évidemment, ça ne plaisait pas, parce qu'on disait, mais qu'est-ce qu'elle trafique dans ce boudoir quand elle a fermé les fenêtres, et on l'accusait de faire du spiritisme. Et on l'accusait de tous les maux, Marie-Antoinette. Elle a tout eu, de toute façon. Mais on disait qu'elle trempait dans l'étape tournante, etc. Vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui, tout ça. Et donc, elle occultait ses fenêtres et
Et donc, en quelques secondes, on pouvait obscurcir la lumière du jour, et ça a fait jaser absolument tout Versailles et tous les courtisans, etc. Et voilà, on disait qu'elle faisait du spiritisme. Alors, des phénomènes paranormaux ont été constatés également dans le boudoir. On sent le parfum de Marie-Antoinette. Alors, ils décrivent très bien le parfum. Son parfum, c'est avéré, hein, c'est noté, était composé d'iris, de violette et de jasmin. Et elle employait beaucoup ces trois fragrances-là. Et c'est ce que les gens sentent quand ils viennent. Donc là aussi, c'est très fréquent les hantises olfactives par les odeurs. On les connaît moins parce que c'est moins spectaculaire que de dire j'ai vu un fantôme au pied de mon lit, mais n'empêche que, et on sent des odeurs d'encens, de café, de tabac également, et donc chacun a pu en faire l'expérience. Donc les esprits, ils tentent simplement d'attirer notre attention, ils nous veulent pas de mal, hein. Et sous le Directoire, le petit Trianon, bien qu'étant abandonné après la Révolution, était déjà considéré comme hanté. Donc ce n'est pas le XXe siècle qui a dit ça. Au Directoire, on disait ah ben non, c'est hanté, voilà, ça va pas quoi. Et à l'époque, il était de bon ton. Alors ce qu'ils ont fait, alors ça c'est absolument hallucinant. Après la Révolution, on a eu de la chance qu'ils ne crament pas le château en fait. On a vraiment eu de la chance. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont absolument tout cassé. Ils ont cassé les fenêtres, ils ont cassé le mobilier, ben, c'est pareil, Dieu merci, il y a des choses. Ça, c'est le Grand Canal, qui est magnifique. Je vais vous raconter ce qu'ils ont fait dedans. Et donc, à l'époque du Directoire, on ne veut plus entendre parler des rois. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils transforment Versailles en guinguette. Est-ce que vous pouvez croire ça? Le hameau de la Reine, pas le château. Le château, de toute façon, il est pillé, il n'y a plus de carreaux, il n'y a plus rien. Mais on installe des guinguettes et des buvettes à l'endroit du hameau de la Reine. Et on vient danser le dimanche. Voilà, on danse au hameau de la Reine, etc. Et puis, on va assécher le Grand Canal, imaginez-vous. Ils vont enlever l'eau. Et vous savez ce qu'ils vont faire? Pour nourrir le peuple, ils vont planter des choux et des poireaux. Ils en font un potager géant. C'est absolument incroyable. Alors c'est dommage, il n'y a pas de gravure, ça aurait été chouette de voir ça, mais il faut quand même avoir de la volonté pour assécher le canal, etc., et faire ça. Et il n'y a plus de meubles dans le palais, tout est à l'abandon total. Et ce n'est qu'à partir de la Troisième République, lorsque débute la vocation touristique du château, que les visiteurs stupéfaits ont été témoins on a réouvert Versailles, on a réparé Versailles, et c'est à ce moment-là que les gens ont commencé à retourner à Versailles et à dire il se passe des trucs bizarres, voilà, on entend ça. Il n'y a pas beaucoup de rapports écrits de l'époque, mais par contre, nous avons beaucoup de témoignages, c'est oralement, quoi, les oraux, hein. Et Marie-Antoinette aurait été, elle aurait été vue plusieurs fois en train de travailler le beurre à la baratte. Et on sait que c'est une activité qu'elle adorait pratiquer. Et c'est pour cela qu'au moment des visites publiques, on ferme les volets intérieurs de la laiterie pour ne pas voir Marie-Antoinette. Tout est fait pour que les gens ne voient pas les fantômes. Donc c'est fou quand même. Parce qu'on ne veut pas, c'est tabou, ça reste un sujet tabou et on ne veut pas trop qu'à l'heure actuelle, ça se sache. Alors, il est impossible à l'heure actuelle de savoir si les apparitions relèvent de la hantise traditionnelle ou de la distorsion dans le temps d'une image autrefois imprimée, c'est-à-dire une hantise résiduelle. En fait, la différence entre la hantise avec un vrai fantôme, c'est que le vrai fantôme, vous pouvez interagir avec lui. Si vous avez des moyens modernes, ce qu'on appelle la spirit box, vous posez une question, le fantôme, il vous répond. Bon, il y a une interaction, c'est de la hantise concrète. Mais la hantise résiduelle, c'est juste une empreinte, comme votre empreinte de pas dans la neige. C'est une empreinte, il n'y aura pas de communication. C'est juste comme une image qui d'un seul coup apparaît. Alors pourquoi, on ne sait pas, c'est comme ça, mais il n'y a pas du tout de communication.
C'est ce qu'on appelle la hantise résiduelle. Donc ça se côtoie en permanence à Versailles. Vous avez du résiduel et vous avez du réel. Vous pouvez communiquer avec les fantômes. Et alors, en 1870, il y avait des gens, une famille qui se promenait avec leur petit garçon, et puis d'un seul coup, le gosse, il a vu passer devant lui une chasse à courre. Une chasse à courre dans les bois, vers le Trianon, et il a décrit les costumes, il a décrit les tricornes, on a fait des vérifications, et on a dit que les costumes que l'enfant avait décrits étaient ceux de Monseigneur comte d'Artois, le frère de Louis XVI et le futur Charles X. Donc, l'enfant a vu une chasse fantôme. Voilà. Alors, c'est mes copines, ça, c'est des Anglaises. Alors, on va aborder l'affaire la plus connue finalement sur Versailles et les fantômes, c'est la fameuse affaire des deux Anglaises. Alors, qui connaît? Bah oui, quand même. Hein. C'est bien, bravo. Donc, on va parler des Anglaises. Ah, c'est une histoire qui est totalement hors norme et qui a fait couler à l'époque beaucoup d'encre, évidemment, et tout le monde s'en est mêlé. Même Jean Cocteau, enfin tous les gens un peu érudits ont mis leur grain de sel dans cette histoire. Alors, même Albert Einstein, pour vous dire, lui, quand il a entendu parler de ça, il trouvait ça fascinant. Alors, qu'est-ce qui se passe? On est au mois d'août de l'été 1901. Et il y a deux femmes, il y a Charlotte Moberly, qui est directrice d'un collège à Oxford. Elle vient en vacances en France et elle décide de venir accompagnée de son amie qui s'appelle Éléanore Jourdain, qui, elle, est directrice d'une école très chic près de Londres. Et elle décide de faire un petit voyage en France et d'aller visiter tout simplement le château de Versailles. Alors, la date est importante parce que ce jour-là, il va se passer des phénomènes un peu bizarres, un peu partout en Europe, et des trucs bizarres qui nous rattachent un peu à Marie-Antoinette. C'est un jour un peu bizarre. On est le 10 août 1901. Et ce jour-là, il fait extrêmement chaud. Et Versailles se charge d'énormes nuages menaçants, et tout le monde se dit, il va y avoir de l'orage, ça va craquer, c'est pas possible autrement. Alors, elles ont déjà pas mal crapahuté dans le château. Elles décident de se reposer un petit peu dans la galerie des glaces. Et puis, une fois qu'elles ont été reposées, elles décident de continuer la visite. Et Miss Moberly propose à son amie de terminer la journée à Versailles par le parc du Trianon. Elles connaissent absolument pas les lieux. Elles vont suivre un petit papier qu'elles ont. Elles ont acheté le petit guide touristique de 1901, avec un peu les plans du château, où on explique les petits chemins à suivre pour voir telle et telle chose. Alors, elles ont beau avoir le guide, c'est le GPS de l'époque, elles vont quand même se débrouiller pour rater l'entrée principale du Trianon. Elles passent, elles ne le voient pas. Il fait de plus en plus chaud, le ciel est de plus en plus menaçant, et elles vont arriver près d'un vieux bâtiment. Et devant ce bâtiment, Miss Moberly, c'est celle de gauche, elle aperçoit une femme secouant une nappe blanche comme ça, depuis sa fenêtre. Et puis, elle dit à son amie plus âgée, « Ah, regardez, il y a une femme qui secoue sa nappe. » Et l'autre, elle dit, « Non, il n'y a rien, je ne vois rien. » Donc déjà, il y en a une qui voit quelque chose et l'autre qui ne voit pas. Bon. Alors, c'est pas grave. Elles ne s'interrogent pas plus que ça. Et elles vont continuer à marcher. Elles arrivent en direction de l'orangerie. Et au moment où elles arrivent vers l'orangerie, elles vont avoir une espèce de chape de tristesse qui va leur tomber dessus. Elles ne comprennent pas, mais d'un seul coup, elles changent d'humeur. Elles se sentent déprimées, envie de pleurer, mais elles ne comprennent pas pourquoi. Et l'atmosphère devient oppressante. Et par pudeur, on est en 1901, c'est des Anglaises, on ne se confie pas, c'est no explain, no complain. Et en fait, elles n'osent pas se confier l'une à l'autre pour se dire ce qu'elles ressentent.
Elles n'en parlent pas. Mais chacune dans son coin se sent malade, se sent triste et ne sait pas pourquoi. Et à ce moment-là, elles aperçoivent 2 hommes. Et elles vont les prendre pour des jardiniers parce qu'ils en ont l'allure. Et puis, ils ont des grandes vestes vertes. Et puis, ils ont un chapeau qui est semblable au tricorne du XVIIIe siècle. Ils ont une brouette et des outils. Donc, logiquement, on les prend pour des jardiniers quand même. Et puis, ils n'ont absolument pas l'air sympas du tout. Et puis, d'un geste très agressif, ils les invitent à passer leur chemin. Alors elles ont un peu peur quand même, parce qu'ils ne sont pas du tout avenants, pas du tout aimables. Et puis, bon, alors elles passent leur chemin, elles ne demandent pas leur reste. Hein. Et la plus jeune entrevoit une femme et une fillette aussi, sur le pas de porte d'une maison, et elle trouve que les habits sont bizarres, que c'est insolite, voire démodé. Et puis la femme qu'elle voit donne une cruche à la fillette. Et elle trouve que les silhouettes sont étrangement immobiles. C'est ce qu'elle va dire. Elle trouve que rien ne colle dans cette histoire, que tout est anormal. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle le sent. Le paysage est comme figé. Là, comme pour Kuder, il n'y a pas de bruit. Il n'y a plus de bruit, il n'y a pas de chant d'oiseaux, il n'y a plus rien. Et donc, elles sont coriaces parce qu'elles n'arrivent toujours pas à se parler. Et elles continuent leur route et elles vont arriver devant un kiosque, vous savez ces kiosques à musique, d'inspiration chinoise, on dirait une pagode. Et il y a un homme qui est assis sur les marches, qui est vêtu d'une cape noire et d'un large chapeau, et il va leur jeter un regard tellement noir et tellement féroce que là, elles vont carrément s'enfuir. Il a un regard très méchant, très agressif. Et il y a un détail qui va les frapper, c'est qu'il a la peau complètement grêlée. Vous savez, comme s'il avait eu la variole. Et ça, c'est un détail qui va les frapper. Et elles ont tellement peur qu'elles préfèrent faire un détour plutôt que de passer devant lui. Et brusquement, elles entendent des bruits de pas. Et à ce moment-là, il y a un homme qui arrive tout essoufflé vers elles en courant et qui dit, très agité, très agité, il va leur crier « Mesdames, il ne faut pas passer par là ». Et il montre une autre route. Et elles vont prendre le nouveau chemin. Et là, elles se retournent pour lui dire merci et il n'est plus là. Et donc, le type a disparu. Elles entendent les pas, mais elles ne le voient plus. Et elles se sentent tellement apeurées qu'elles vont accélérer le mouvement, traverser un petit pont. Elles arrivent devant le Grand Trianon. Et à ce moment-là, il y a une femme qui est assise sur la pelouse et qui est en train de dessiner. Alors, elle a une belle robe, elle a un chapeau de paille, elle est en train de peindre ou de dessiner. Et elle aussi, elle les intrigue par sa façon d'être, etc. Et c'est une vision assez étonnante. Et elles vont dire son visage n'était pas très jeune, et bien qu'assez joli, il manquait d'attrait. Et prend ça dans les dents. Voilà, c'est bien les nanas, ça. Elle était moche, en fait. Et il y avait quelque chose d'antipathique dans son expression. C'est ce qu'elles vont dire. Et le sentiment de malaise est tellement important pour les 2 Anglaises que là, elles craquent, en fait, les 2. Et elles vont finalement retrouver un chemin tout à fait par hasard. Et d'un seul coup, tout redevient normal. C'est comme si elles avaient été dans une espèce de faille temporelle. Et le sentiment de tristesse disparaît totalement. Elles vont retrouver un groupe d'Anglaises en vacances comme elles. Et puis, tout va bien. Mais ce qu'elles viennent de vivre les a tellement interpellées qu'elles vont décider, quelques semaines après, elles sont déjà reparties en Angleterre, elles vont décider d'écrire, chacune de leur côté, ce qu'elles ont vécu, pour confronter un peu les 2 versions. Et elles vont s'apercevoir, en fait, qu'elles n'ont pas vu les mêmes personnages, pas toujours. Et la plus âgée décide, 1 an après, de retourner à Versailles, toute seule, parce que ça l'a trop interpellée. Elle se dit, je vais y retourner. Et elle va pousser de nouveau jusqu'au hameau de la Reine, elle va retrouver le petit pont, et elle va exactement retrouver les mêmes sensations de tristesse que la fois d'avant. Et elle va dire, c'est comme si j'avais traversé une ligne, il y a un avant et un après. Et là,
finalement, elle décide de renoncer parce qu'elle a peur. Elle sent la peur la gagner de nouveau. Elle ne va pas oser refaire exactement le même parcours. Et donc, c'est quand même pas si simple. Et puis là, elle est toute seule. Donc, elle rebrousse chemin, mais elle va encore se tromper de chemin. Il faut croire qu'à l'époque, il n'y a pas d'indication. Et là, elle se retrouve au milieu d'un bois. Et dans ce bois, elle entend des bruits de robes et elle entend des jeunes qui chantent, qui rient, etc. Et donc, elle ne s'attarde pas, inutile de vous dire. Et donc, elle retrouve sa route et voilà, ça s'arrête là. Et en 1904, c'est-à-dire 3 ans après les premières apparitions, elles y retournent encore toutes les deux. Elles sont coriaces, hein, elles y vont. Et là, tout a disparu. C'est-à-dire que là, il n'y a plus du tout ce qu'elles ont vu. Il n'y a plus de kiosque chinois. Il n'y a absolument plus rien. Donc, elles vont écrire, elles vont faire une enquête très poussée. Je vous dis, tout le monde a mis son grain de sel dans cette histoire. Et donc, elles vont aller à la Bibliothèque nationale de Paris. Elles vont fouiller les archives de Versailles. Elles vont aller aux archives historiques. Elles vont faire un dossier énorme qu'elles vont baptiser le livre vert. Et elles vont tout inscrire, ce qu'elles ont vécu. Et à ce moment-là, il y a eu des enquêtes officielles. Et on a découvert que les habits de jardinier qu'elles ont décrits, c'était les habits des jardiniers de Louis XV. Donc, et la femme qu'elles ont vue dessiner, elles ont cru que c'était Marie-Antoinette. Mais en fait, non, c'était Madame du Barry. Donc, elles se sont, dans l'interprétation, elles se sont trompées d'époque. Et puis, le kiosque chinois, eh bien, même le conservateur de Versailles ignorait qu'il y en avait eu un. Et il a fallu aller encore plus loin dans les recherches pour découvrir qu'il y avait bien eu un kiosque chinois, qui n'était pas tout à fait référencé comme il aurait dû. Donc, ils l'ont trouvé. Alors, je vous dis, hein, elles ont identifié, on a identifié le gars qui avait la figure grêlée, vous voyez, le hameau, et c'est lui. Là, il n'est pas trop grêlé, puis il n'a pas l'air méchant. Mais bon, on peut changer dans la vie, hein. Et donc, c'est le comte de Vaudreuil, qui était un aristocrate d'origine créole, et il était réputé pour avoir un caractère très, très difficile, et il avait eu la petite vérole, ce qui explique les marques sur le visage. Et donc, il était très ami avec le frère de Louis XVI. Voilà. Il est fort possible que lors de leur première visite à Versailles, il y a eu plusieurs distorsions de l'espace-temps. Elles ont vu des bâtiments qui n'étaient pas toujours de la même époque. On a l'impression qu'elles ont vu plusieurs époques. Alors, il y a un auteur qui s'appelle René Allot, qui n'est plus de ce monde. Voilà, c'est lui. René Allot, il est né en 1917, il est mort en 2013. C'est un auteur qui a beaucoup écrit sur l'occultisme et il a fait une enquête très très poussée en 1960 sur les apparitions de Trianon. Et en étudiant, alors c'est là où je voulais en venir sur le fameux 10 août 1901, il y a eu des phénomènes bizarres. Et lui, il a découvert avec les archives qu'il y a des faits curieux qui s'étaient produits la veille du 10 août dans certains pays d'Europe, et certains incidents concernaient les familles royales liées à Marie-Antoinette. Alors il s'est passé un truc bizarre. À Saint-Denis, il n'y avait pas de métro à l'époque, il y avait un train. Et à Saint-Denis, le 10 août, une troupe de bohémiens très richement vêtus va arriver en train. Le chef de gare leur dit que c'est le terminus qu'il faut descendre. Toute la troupe descend du train, s'installe dans la salle d'attente et ils sont incapables de dire ce qu'ils font là. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas où ils sont, ils ne savent pas ce qu'ils font là. Et ils ne savent pas d'où ils viennent, où ils vont, ils ne savent rien. Les gens se montrent très étonnés de la richesse de leurs costumes. 1901, ils ont des costumes flamboyants, ils ont des vêtements en soie, les boutons en argent très travaillés, tenues tout à fait inhabituelles en ce début du XXe siècle. Il est fort possible qu'un accident dans le déroulement du temps se soit produit ce jour-là. Et Einstein l'a dit lui-même que c'est, vous savez, c'est la relativité. Et Einstein a dit que c'est sûrement ce qui s'est passé ce jour-là. Alors, où ils sont passés les bohémiens, on ne les a plus vus. C'est comme si c'était évaporé, quoi. C'est
C'est une faille temporelle. On pourrait écrire un film là-dessus, hein, c'est extra. Et donc, évidemment, Einstein il dit que nos 5 sens nous enferment dans un déroulement artificiel du temps. En tant que médium, on le sait ça. On sait bien que le temps ici, ça n'a rien à voir avec là-haut. Le temps n'existe pas. Dans l'espace, le temps n'existe pas. On est obligé de dire aux astronautes, il faut vous lever, il est 8 heures du matin, sinon ils ne savent pas. Il n'y a pas de temps. Donc, pourquoi il n'y aurait pas des distorsions temporelles? Après tout, c'est de la physique quantique maintenant. On sait qu'il y a des mondes parallèles. Là, des fois, ça coince ou ça coince pas, je ne sais pas, ça dépend du point de vue, quoi. Et donc, il y a des distorsions et notre réalité cartésienne n'est pas forcément la réalité. Il y a plein de réalités. Donc, on crée notre réalité. Alors, on ne saura jamais ce qui s'est passé ce jour-là. Alors, je vais terminer par une anecdote qui est assez mignonne. On est juste avant la Seconde Guerre mondiale, en 1939. Je crois que je n'ai pas sa photo. Oui, ça, c'est des photos d'apparition. Il y a un jeune homme, il est architecte de formation, il est étudiant en architecture, il s'appelle Robert Philippe. Et il se promène en compagnie de ses parents dans les allées, c'est toujours le petit Trianon. Hein. Et puis, il a une envie pressante de faire pipi, ce jeune homme. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il s'écarte du chemin pour aller faire pipi discrètement, bien sûr. Et à peine a-t-il fini de faire pipi qu'une jeune femme surgit de nulle part. Il est très, très gêné, évidemment, d'être surpris dans son intimité. Alors, il essaye de se donner une contenance, il allume une cigarette. Bon, il est très gêné. Et la jeune femme, elle est habillée à l'ancienne, elle a une longue robe, et elle engage la conversation. Elle lui parle de la beauté du paysage. Sa voix est tout à fait normale, mais il y a une petite pointe d'accent étranger. Et il lui demande si elle habite à Paris. Elle lui dit « Ah non, moi j'habite à Trianon. » Il dit « C'est pas possible. Vous ne pouvez pas habiter à Trianon parce que le Trianon n'est pas habité. » Elle lui dit « Si, par mois. » Bon. Alors, elle est belle comme tout. Il lui dit « Est-ce que je vous reverrai ?» Elle lui dit « Peut-être. » Puis hop, elle s'en va. Alors, quand il rejoint ses parents, les parents lui disent « Dis donc, ça va bien ou quoi? Ça fait un quart d'heure que tu parles tout seul. » Les parents ne comprennent pas, ils l'ont vu parler, mais ils n'ont absolument vu personne. Donc, vous savez, voilà, et on en est là. Et l'autre jour, pas l'autre jour, il y a quelques mois, je fais cette conférence au centre Alan Kardec à Paris. Il y avait Caroline, une jeune femme, qui me dit « Solveig, moi demain, ce week-end, je vais à Versailles. Il faut absolument que j'aille voir ce qui se passe. » Et elle me dit « Je vous tiens au courant. » Mardi d'après, elle m'envoie une bande audio sur WhatsApp. Elle me dit j'ai rencontré une femme de ménage, je l'ai questionnée, et la dame m'a raconté plein de choses. Et la dame lui dit oh bah oui, il se passe des trucs tout le temps, on entend des voix, on voit. Pour elle, c'est normal. Et elle lui dit moi, je travaillais en binôme avec une de mes amies, elle a fait une dépression nerveuse, elle ne supportait plus. Et donc, elle a dit à Caroline, elle a été obligée de démissionner parce qu'elle avait trop peur des fantômes, elle n'y arrivait plus. Et elle lui raconte l'anecdote d'un ouvrier qui travaille dans une chambre du château de Versailles. Là, c'est une chambre dans le château, qui était anciennement une chambre d'enfant. Et ce jour-là, il s'en va, il a fini sa journée, tout est fermé à clé, il a vérifié plusieurs fois, parce qu'il faut que le sol sèche. Donc, il n'est pas question que quelqu'un rentre dans cette pièce. Évidemment, il rentre chez lui, le lendemain, il arrive au boulot, il ouvre la porte, oh mon Dieu, il y a des traces de petits pieds partout. Alors, il a eu tellement peur qu'il n'a plus jamais voulu revenir sur le chantier. Et il a dit, je ne peux pas. Et il ne savait pas, lui, que c'était une chambre d'enfant. Et c'était la chambre des enfants. Et ils se sont amusés toute la nuit, à la Versailles. Moi, je vous invite à y aller, parce que c'est magique. Hein, voilà. Et donc, si vous avez des questions, je ne suis pas non plus conservateur du musée, mais bon, vous pouvez toujours me demander. Mais de nos jours, dans les années 80, il y a eu aussi, alors c'est consigné dans le livre des témoignages, il y avait des gens aussi qui ils visitaient Versailles dans les années 80, et puis ils se sont un petit peu attardés au moment de quitter les pièces, ils ne se trouvaient plus le gamin, ils se retournent, le gosse n'était plus là.
Et ils l'ont trouvé 3 pièces plus loin, en train de regarder quelque chose. Et ils ne savaient pas ce qu'ils voyaient. Et l'enfant a décrit qu'il voyait des belles dames, qu'il voyait des perruques. Enfin, voilà, il assistait à une scène de vie, quoi. C'est fabuleux, quand même. Voilà. Si vous avez des questions? Il n'y a jamais eu d'émission télévisée? Pardon? Il n'y a jamais eu d'émission télévisée? Bah si, il y a eu quelques émissions là-dessus. Bien sûr. Il y a eu des émissions sur l'histoire des 2 Anglaises, parce que c'est une histoire qui a fait date, et puis qui a été, elles ont laissé un témoignage très fort, et ils ont pu faire des recherches. Donc l'histoire de Versailles la plus connue, c'est évidemment les 2 Anglaises. Et il y a eu plusieurs téléfilms d'ailleurs sur cette histoire. Il y a eu, mais c'est vrai qu'on ne... C'est pas ce qu'ils mettent en avant. À Versailles, on n'aime pas trop parler de ça. Et c'est sûr que pour les gens qui travaillent, c'est quotidien, quoi. Pour nous, on peut très bien aller passer une journée à Versailles, il ne se passera rien. Mais si on y travaille tous les jours, vous pouvez être sûr que vous allez un jour ou l'autre avoir accès à cette réalité-là, quoi. C'est assez génial. Vous avez vu, vous, une émission de télé, là? Ah ben, alors bon, mais vous savez, ils les ressortent régulièrement, hein, de temps en temps. Ben là, ça fait un moment quand même qu'ils en ont pas reparlé, mais régulièrement, il y a à une époque, c'est vrai, ça fait bien une dizaine d'années maintenant. À une époque, c'est arrivé plusieurs fois sur des chaînes qu'on voit les 2 Anglaises et, à Versailles, quoi. C'est très intéressant. Vous pouvez regarder dans Google, hein, de toute façon, vous tapez Histoire des 2 Anglaises à Versailles. Et puis, il y a des livres. Jean Cocteau, il a écrit un livre aussi là-dessus. Enfin, il y a eu beaucoup de choses. Voilà. Merci à vous.